Si on prend en considération ce que ça coûte à la société, la culture du viol, le patriarcat, ce que ça coûte à la société en termes de soins des syndromes de stress post-traumatique, de toutes les femmes qui ont été victimes de viols, des enfants qui ont été victimes d'inceste, ce que ça coûte à la société, la violence conjugale, ce que ça coûte à la société aussi, toutes les personnes qui sont en prison par rapport à ces questions. Et c'est que le petit sommet de l'iceberg, hein, les gens qui sont en prison. Tout ça, parce que ça, c'est des milliards que ça coûte à la société. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent tels qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Telle Quelle. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2024. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et déjà très contente des moments que nous allons partager cette année avec mes invités. Et pour inaugurer cette rentrée, j'ai l'honneur de recevoir Nadia Chonville. Sois la bienvenue chez Telle Quelle. Comment ça va ? Très bien. Est-ce que tu es bien installée ? Ah, mais je suis très très bien installée, c'est très agréable. Bon, je suis heureuse de commencer ce début d'année avec toi parce que je sais qu'on va aborder plein de sujets très intéressants. Tu es docteur en sociologie. Oui. Tu es également autrice. Oui. Tu es, j'aime bien dire, intellectuelle féministe. Oui. Voilà. Et tu es également professeure d'histoire géo au lycée Schellcher, il me semble. Oui, tout à fait. Je salue mes élèves d'ailleurs et les parents d'élèves. Profites-en en ce début d'année. Mais oui. Bonne année à tout le monde. Et je crois que ce n'est pas tout. Tu as d'autres casquettes encore. Oui, en fait, professionnellement, actuellement, j'ai 2 métiers. J'enseigne au lycée Victor Schellcher. Je donne aussi quelques cours à la fac. Et puis, j'administre une structure qui s'appelle Écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mes camarades qui sont tous des artistes de très grand talent. Alfred Alexandre, le directeur artistique, Linda Mitram, la responsable de com, et puis Bernard Lagier, Ariel Blush. Voilà, c'est vraiment de très grands artistes de la Martinique avec lesquels on accompagne les auteurs de théâtre dans la mise en valeur des textes de théâtre caribéen. Alors, Nadia, on débute toujours cette émission par la découverte de l'objet mystère de l'invité. Oui. Parce que souvent, ça nous fait rentrer déjà dans sa petite bulle intime. Alors, quel est l'objet que tu nous as ramené et pourquoi tu as choisi cet objet ? En fait, je m'attache rarement aux objets. Donc, j'ai eu du mal à trouver. Mais j'ai ramené celui-là. En me préparant, je me suis dit, mais en fait, je vais prendre celui-là. C'est une broche. Oui. Que m'a offerte ma mère. Je n'ai pas beaucoup de bijoux en or, en fait. Mais ma mère m'a offert juste 2-3 bijoux comme celui-là, qui sont des bijoux anciens, qui sont faits par un bijoutier au bourg du François. Moi, je suis du François. Et donc, c'est la bijouterie Gabrielle. Voilà, j'ai grandi au François. Oui. Je suis du Mont Piton, je revendique. Et en fait, c'est quand je le porte, quand je le mets, c'est une broche. Je la mets aussi souvent dans mes cheveux. Et pour moi, ce sont des souvenirs d'enfance, mais c'est aussi l'importance de la qualité de notre art, de nos traditions, le souvenir du François. Quand je regarde cette broche, en fait, je vois tellement de souvenirs du foyer rural, l'école aussi, ma mère, ma famille. Voilà, c'est un bijou, mais en fait, dedans, il y a énormément de techniques, tout le savoir-faire de notre pays, la précision. La qualité, l'élégance, voilà, l'intelligence en fait. Donc ça me ramène toujours chez moi, où que je sois dans le monde. Ce bijou, il me suit parce qu'il me ramène toujours chez moi. Et tu le portes à des occasions spéciales ? Oui. Oui. Oui, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une occasion spéciale, je le porte. Que ce soit dans mes cheveux, sur mon vêtement. Quand il y a des occasions très spéciales, c'est important pour moi de l'avoir avec moi. Parfois, si je trouve que parfois ça va pas bien avec le vêtement, peut-être que ça sera un peu too much. Parfois, je le clipse dans mon sac. Mais quand je l'ai, en tout cas, oui, j'emmène toujours le François avec moi, en fait, quand je l'emmène avec moi. C'est super que tu aies choisi du coup ce bijou parce qu'aujourd'hui est une occasion spéciale puisqu'on te reçoit chez Telle Quelle. Donc 2 possibilités, soit tu déposes donc la broche juste derrière toi ou soit tu
Tu peux peux la l'insérer mettre aussi, quelque hein, part. Tu peux la mettre. Ah bah écoute, mets-la. Oui. Très bien. Je peux la mettre. Alors pendant que tu l'as mis, on va continuer à papoter. Tu parlais de ta maman. Alors tu parlais aussi du coup des souvenirs franciscains, si je puis dire. Mais ta maman, elle est guadeloupéenne. Tout à fait, maman. Également, ton père, lui, il est martiniquais. Et je voulais savoir, donc tous deux enseignants, il me semble. J'aimerais savoir justement quel type d'éducation tu as reçu avec tes deux parents enseignants. Oui, j'ai deux parents. Mes deux parents sont enseignants. Enfin, mon père est décédé récemment, mais il était professeur de maths, physique au lycée professionnel au François. Ma mère est professeure des écoles à l'école Mampito A, où j'ai grandi aussi, au Mampito François. Voilà. Et j'ai eu une enfance très, très heureuse et agréable. Et j'ai conscience aussi d'avoir eu une enfance privilégiée dans notre pays Martinique. Une enfance privilégiée à la fois parce que mes deux parents étaient enseignants et que du coup on peut dire que je n'ai manqué de rien, il faut être sincère, hein, je n'ai manqué de rien. On partait en vacances régulièrement, j'ai beaucoup voyagé, surtout en Europe. Hein. Pour mes parents, la culture c'était très important qu'on voit un certain nombre de choses. On en parle après, depuis on se dit bon, finalement c'était très européocentré tout ça, on n'est pas allé tellement en Afrique alors qu'on en avait les moyens. Je suis pas allée avec mes parents dans les îles qui sont juste à côté. Alors des fois quand je suis devenue un peu plus grande, je leur dis mais attendez, mais franchement on allait à tellement d'endroits et vous m'avez même pas emmené à la Dominique ou à Saint-Lucie, mais sans vraiment du tout leur en vouloir, vraiment. C'est parce que je crois que eux-mêmes maintenant ont pu se rendre compte, voilà, de tout ce que ça représentait. C'est-à-dire que ils nous ont éduqués aussi avec l'héritage qu'ils avaient. Et cette éducation-là, j'en suis très heureuse. Très fière parce qu'elle a été faite avec beaucoup d'amour et je crois que c'est le plus important. C'est-à-dire que on a reçu de l'amour et dans ce pays-là, avec toutes les difficultés auxquelles nous avons pu être confrontés dans notre histoire, c'est pas si simple. De donner de l'amour à ses enfants. Ce n'est pas si simple. De manière saine. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas si simple. Donc est-ce qu'on attendait beaucoup de toi? On m'a pas mis la pression, mais dans la famille de ma mère, l'éducation, l'école, les études, c'était très important. Et je crois que c'était tout à fait normal, parce que ils se sont retrouvés à Bagnolet dans la période du Midum, il y avait 11 enfants, ils devaient vivre à 15 dans cet appartement. Ils s'en sont bien sortis, comme je dis, il y avait vraiment beaucoup d'amour dans la famille de ma mère, hein, vraiment beaucoup. Mais il y avait vraiment aussi cette conscience que les études, c'est ce qui permettait de s'en sortir pour des jeunes Guadeloupéens comme ça, là, dans ce pays-là, quand même un pays raciste, avec plein de racistes. Et en fait, l'excellence, la recherche et puis aussi chercher à réaliser ses rêves, se donner les moyens de réaliser ses rêves, ne pas limiter ses ambitions. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans mon entourage familial et qui m'a portée. Donc ça ne veut pas dire qu'on m'a mis la pression. Ça veut juste dire que je n'ai pas eu de limites, qu'on m'a encouragée à ne pas avoir de limites, à repousser mes limites et à tout faire pour réaliser mes rêves. Voilà. Parce qu'en plus, j'avais bien conscience qu'en tant que femme noire, dans le monde dans lequel on était, eh bien, il fallait que j'en fasse plus que les autres. Il fallait que je fasse le maximum. Je crois qu'aujourd'hui, je me pose aussi des questions sur ça. Je me dis, est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste que l'on est à en faire davantage? Pas juste, c'est vrai, mais avoir conscience de cela, c'est déjà le début de la réflexion et de la recherche de solutions. Ouais. Alors, plus jeune, tu as appris à lire très tôt, vraiment. Avec quel âge à peu près? Je sais pas, je pense que c'est... parce que je me souviens pas d'une période où je savais pas lire. C'est ça. Donc, mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est que tu as appris à lire très tôt dans le but d'écrire. Oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai tu me partageais une anecdote, effectivement, avec ta maman qui te lisait les histoires le soir. Et c'est un moment que tu trouvais magique. Tu as fait tout un univers avec ça. Oui, tout à fait. Quand j'étais toute petite, donc j'étais vraiment très petite, quand ma mère me lisait les histoires le soir, pour moi, c'était un phénomène magique. C'est-à-dire qu'on a des pages blanches et des petites taches noires dessus. Et quand elle lit l'histoire, ça devient des fées, des dragons, parce que bon, c'était des histoires très européennes. Hein, des fées, des dragons, des aventures, des paysages, des montagnes, des trucs. Et
En fait, j'avais vraiment l'impression qu'elle transformait le papier et l'encre en quelque chose de magique. Donc, j'étais témoin d'un moment magique. Et donc, j'ai très tôt eu l'envie d'offrir à ma mère des objets magiques, c'est-à-dire des objets qu'elle transformerait en histoire parce qu'elle était magicienne. Enfin, c'est vraiment je mets mes mots aujourd'hui d'adulte sur comme la façon dont je le vivais, mais en tout cas, c'était ça. Et aujourd'hui, je peux dire que je voulais devenir l'ensorceleuse, c'est-à-dire la personne qui construit et qui fabrique les objets magiques de la magicienne. Tu as étudié l'homophobie et la transphobie dans les Caraïbes. Tu es une spécialiste des questions de genre. C'est assez rare quand même pour être souligné. Ce n'est pas des sujets qui sont forcément beaucoup étudiés, abordés dans notre société. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ces questions? En fait, c'est un peu le hasard au cours de mes études qui a fait que que j'ai commencé à travailler sur ces questions. Mais par contre, m'y intéresser, ça s'est passé surtout en prépa. Quand j'étais en prépa, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, tout près de Paris. Et j'ai un camarade de la prépa, de l'internat, qui a fait son coming out. Et je me suis rendu compte au moment où il a fait son coming out que j'avais jamais discuté, interagi, en le sachant, avec une personne, avec un garçon qui aimait les garçons. Et en fait, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais pourtant, certainement que je connais des gens qui sont lesbiennes, homosexuelles, bi. Dans mon enfance, j'en ai certainement connu, mais c'est pas normal. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas pu s'exprimer. J'ai refait le fil de tout ça et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ces personnes ne peuvent pas s'exprimer? Et quand je suis rentrée après, pendant les vacances, il y avait beaucoup de chansons, de blagues homophobes à table, des trucs, ça passait tout seul, voilà, et ça passait plus pour moi. Ça passait plus pour moi. L'homophobie n'était plus un truc habituel. L'homophobie, à partir de ce moment-là, a eu un visage. Et je pouvais plus supporter. Pour moi, c'était une injustice que je ne comprenais pas. Donc du coup, j'ai pris le temps, les années qui ont suivi, d'essayer de comprendre. J'essayais de nous comprendre. Je me disais comment un pays, comment un peuple qui s'est autant battu pour la liberté, qui s'est autant battu contre l'oppression. Hein, la résistance à l'oppression est un droit fondamental. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi dans la Caraïbe, on retrouvait des législations qui interdisaient les relations sexuelles entre hommes. Parce que je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que c'est pas juste en Martinique qu'on a un problème avec l'homosexualité, c'est pas juste en Guadeloupe. Non, c'est dans toute la Caraïbe, dans tout l'archipel antillais. Vous avez des pays dans lesquels l'homosexualité est interdite par la loi. Et donc, ça a commencé comme ça. J'avais besoin de comprendre pourquoi. Et quand on commence à se poser la question pourquoi, on est bonne candidate à aller faire une thèse de doctorat. Ce que tu as fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. À la base, j'ai fait Sciences Po, j'étais à Sciences Po Grenoble, j'ai fait Sciences Po Grenoble parce que je voulais faire direction des projets culturels. C'était le master direction des projets culturels. Et ça a surpris tout le monde quand finalement je suis pas allée au master direction des projets culturels et je suis allée faire le master Amérique latine qui me permettait de creuser cette question-là dans notre région. Finalement, je suis quand même revenue à mes premières amours puisque je dirige aussi des projets culturels maintenant. C'est ça. Mais voilà. Et est-ce que ce sont des sujets que tu es amenée à aborder régulièrement, où on t'interpelle, où on te demande d'intervenir sur des sujets liés à l'homophobie ou à la transphobie? Oui, tout à fait. L'homophobie, la transphobie, les questions féministes, les questions de genre, les violences faites aux femmes. En fait, finalement, je suis devenue une experte sur ces questions-là dans l'espace caribéen, avec plein d'autres collègues. Hein, je pourrais t'en citer. C'est ça. Et en fait, on travaille aussi ensemble. Donc, le travail de recherche que j'ai fait, le travail de plaidoyer que je fais beaucoup aujourd'hui, il se place dans cette communauté aussi scientifique et militante, hein, les deux. Donc, ça m'arrive régulièrement de faire des conférences, de faire des formations, de transmettre en fait le savoir. On le voit parfois dans le grand public, mais aussi dans les institutions, auprès dans la vie politique aussi. Ça m'est arrivé d'être auditionnée par l'Assemblée nationale sur ces questions-là, par exemple. Mais je suis loin d'être la seule. Il y a énormément de personnes qui travaillent sur ces sujets-là en Martinique et dans la Caraïbe.
J'aimerais qu'on aborde la question des violences sexistes et sexuelles. Parlons du mouvement Balance ton porc, qui fait rage en Martinique depuis quelques mois. Est-ce qu'on est en train de vivre une vraie révolution? Est-ce que selon toi, il y aura un avant et un après Balance ton porc Martinique? J'espère qu'il y aura un après, mais il faut se méfier de l'après. Le problème avec le féminisme, c'est qu'on a beaucoup parlé de vagues. Si on parle de vagues et si on parle pas de, je sais pas, de tsunami, de révolution, je ne sais quoi, c'est parce qu'il y a un reflux. Généralement, après les vagues féministes, les gens qui ont vraiment le pouvoir, vraiment l'argent, vraiment les armes, vraiment, ce sont plutôt des hommes. Et en fait, les droits qui ont été acquis ne le sont pas pour toujours. Les systèmes dominants s'organisent aussi pour reprendre le pouvoir. Et donc, il ne faut pas croire que ce qui a été les avancées qu'on a connues au cours des derniers mois ou au cours des dernières années vont forcément avoir un impact indélébile, irréversible. Il faut rester vigilante et vigilant sur ces questions. Donc ça a beaucoup secoué tout le monde, mais vous entendez aussi des personnes dire « Ah ouais, mais on peut pas jeter ces hommes-là à la vindicte publique. Ah ouais, mais on est sûr de rien. C'est pas le tribunal médiatique, etc., etc. » Et ben toutes ces petites voix-là qui s'additionnent les unes les autres, et c'est pas que des femmes, c'est pas que des hommes, hein, c'est des hommes et des femmes, hein, parce que c'est la société entière qui a plutôt intérêt à ce qu'on reste dans le patriarcat. Donc, on n'a pas renversé le patriarcat, on n'a pas renversé la domination masculine, on a juste pointé du doigt un problème. Et on ne peut pas dire que c'est fini pour toujours tant qu'on n'a pas détruit le patriarcat. C'est pas une mince affaire, tout ça. C'est pas une mince affaire. Et cela dit, tous les systèmes d'oppression ont été renversés radicalement avec des phénomènes révolutionnaires. Pas juste avec des rustines posées. Ah, il y a des féminicides, bon, ben, on va faire 2-3 lois. Ah, ben, il y a de la violence conjugale, bon, ben, on va faire 2-3 lois. Ah, il y a du harcèlement de rue, bon, ben, on va mettre des amendes aux gens. Oui, mais à chaque fois, en fait, on ne fait qu'élaguer. Pour moi, c'est comme si on élaguait un arbre. Tu vois, on coupe les branches. Ouais, ça repousse, en fait. Alors, on va couper. Allez, une branche qui dépasse, là, c'est le harcèlement de rue. Allez, on va couper la branche. Bon, maintenant, ça va mieux, tout le monde, calmez-vous. De mouvement d'avancée, de recul. Voilà. C'est ça, calmez-vous, tout va bien. Mais bon, alors, du coup, on va couper l'autre branche du viol. Et puis, pendant ce temps, la branche du harcèlement de rue, elle va repousser. Tu sais quoi, un jour, il va falloir songer à couper l'arbre, à couper le tronc. J'allais te dire, mais Nadia, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Parce que tu parlais de révolution, tu parlais de guerre. Moi, je pense guerre dans le sang. On connaît les révolutions, on sait comment qui est pas mal on a arraché nos libertés. Exactement, on a arraché nos libertés dans le sang. Mais ce qui est pas mal avec le féminisme, qui est assez original dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a l'intention de faire ça sans tuer personne. Et je tiens quand même à faire remarquer ça, que c'est quand même une prouesse dans l'histoire. C'est assez novateur c'est assez novateur. Plutôt louable. Essayer de faire une révolution sans tuer personne. Tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible parce qu'aujourd'hui, alors au début je disais ça un peu avec cynisme en disant mais c'est pour ça qu'on se retrouve avec des vagues, des reflux, des flux, des reflux, c'est qu'on est tellement... On nous reproche plein de choses aux féministes, qu'on en fait trop, qu'on est trop extrémiste, qu'on est trop ceci, qu'on est trop cela. Mais en fait, comparer ça aux autres mouvements révolutionnaires, non, franchement, je trouve qu'on est très soft en fait. Je veux dire, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont violés, des enfants, des adultes, des personnes âgées. On parle de crimes, en fait. On parle de gens qui sont victimes de crimes. Et en fait, les conséquences du patriarcat, j'écoutais une féministe française parler de ça l'autre jour, dire qu'on pourrait dire qu'on est face à une menace terroriste, en fait. Si on prend en considération ce que ça coûte à la société, la culture du viol, le patriarcat, ce que ça coûte à la société en termes de soins, des syndromes de stress post-traumatique, de toutes les femmes qui ont été victimes de viol, des enfants qui ont été victimes d'inceste, ce que ça coûte à la société, la violence conjugale, ce que ça coûte à la société aussi, toutes les personnes qui sont en prison par rapport à ces questions. Et c'est que le petit sommet de l'iceberg, les gens qui sont en prison. Tout ça, c'est des milliards que ça coûte à la société. Et l'énergie qu'il faudrait développer pour pouvoir mettre un terme à toutes ces violences, à tous ces meurtres, en fait, on est face à un système terroriste. Et pourtant, on ne prend pas la mesure du phénomène patriarcal. On ne va jamais considérer que c'est un phénomène terroriste. Et pourtant, moi, je trouve que ça a du sens de dire que c'est un phénomène terroriste, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais face au terrorisme? Tu fais la guerre.
Nous, on ne fait pas la guerre violemment parce que intellectuellement, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver d'autres stratégies, des stratégies qui ne vont pas reproduire des méthodes de lutte qui sont celles du patriarcat, en fait. Donc, les féministes ont l'intention de faire ça sans faire couler de sang. C'est ça. Voilà. Écoute, moi, je pense notamment et évidemment aux violences conjugales qui sont énormes dans notre société, Martinique, Guadeloupe. Enfin, on a énormément de violences. On en a 2 fois plus que sur l'Hexagone, si on veut comparer. Sur nos territoires, exactement. Et je me demandais pourquoi il y en a autant chez nous. Qu'est-ce qui explique ça? Selon toi, même si j'ai quelques idées, mais j'aimerais avoir ton avis sur cette question. En fait, on est un pays qui est formé et perclus par la violence, d'une manière générale. Notre histoire est violente, notre héritage est violent. Donc nous devons désapprendre la violence. Pas une violence que nous avons fondée, mais une violence dont nous avons hérité. Et on n'a pas mis ce pays en psychothérapie. Ça, on parlait de syndrome de stress post-traumatique, etc. Mais la Martinique, enfin les territoires post-esclavagistes sont des territoires qui sont sujets à une forme collective de stress post-traumatique. Et on nous demande de guérir ça tout seul, de passer à autre chose, de faire comme si, ben non, mais ça vit. Est-ce que tu t'imaginerais de dire à une personne qui a été victime d'inceste, par exemple, et qui en souffre encore psychiatriquement 50 ans après, non, mais ça s'est passé quand tu avais 10 ans. C'est hyper violent de dire un truc pareil. Mais je trouve que c'est un peu la même chose pour nous. En fait, on n'a pas été accompagnés. On n'a pas été accompagnés, on n'a pas les moyens de lutter contre des phénomènes qui se reproduisent de génération en génération parce que nous n'avons pas la possibilité de nous soigner. Donc, c'est pas la faute des hommes, c'est pas la faute des mères, la faute des pères, la faute de qui que ce soit en particulier. Nous partageons collectivement cette responsabilité parce que nous en partageons collectivement l'héritage. Donc, nous sommes héritiers de la violence et héritières de la violence. À tout niveau en plus. Hein. J'ai parlé des violences conjugales. Mais à tout niveau. C'est pour ça que je te dis ça. La violence se déclenche en un quart de seconde en fait chez nous. Donc, comment... déjà, il faut se dire ça. C'est pas la peine de chercher... À chaque fois qu'on va attraper un serial violeur ou un serial agresseur, on va dire « Ah, lui, mais ce gars-là, il est fou, ce gars-là, il a des problèmes, ce gars-là... » Non, non, c'est vrai. C'est sa responsabilité. Ça, c'est certain. Mais il faut aussi que l'on comprenne que pour que ça ne se reproduise pas à l'échelle collective, il faut que nous prenions des décisions radicales pour nous défaire de la reproduction de la violence. Et ça, oui, les féministes savent le faire. Mais tant qu'on va considérer que l'action des féministes est plus dangereuse que la somme de toutes ces actions-là, on va faire des petites choses, mais on ne fera rien qui puisse radicalement changer les choses. L'émission touche pratiquement à sa fin, mais avant... tu es, on l'a dit, enseignante d'histoire-géographie au lycée Schellcher. Donc, tu es en lien avec cette magnifique jeunesse martiniquaise. Quel regard tu portes sur nos jeunes? Moi, je suis fière de nos jeunes. Je suis fière de nos jeunes. Bon, je dis pas en accent casse-pied en classe. Ils se reconnaîtront. Mais moi, je suis fière d'eux. Vraiment. Parce qu'ils sont confrontés quand même à une situation très difficile et ils ont une génération qui a peur, qui s'inquiète, qui se demande si c'est pas la fin. C'est compliqué d'être jeune aujourd'hui. Hein. Entre les 2-3 cinglés qui ont la main sur un bouton nucléaire et le fait que concrètement on n'aura plus d'eau, plus d'air à respirer. Enfin, je comprends qu'ils soient inquiets. Sanitaire, Covid. Et pourtant, il y a une inventivité dans cette génération, une capacité finalement de résilience, parce qu'ils sont déjà en train de penser à ce qui se passera après. Voilà, pour le prix ETC Caraïbes cette année, je parlais d'ETC là tout à l'heure, le dictionnaire de la rue, c'est un texte qui est assez surprenant et qui est un texte post-apocalyptique. Mais c'est ça, c'est-à-dire que cette jeunesse-là, elle a déjà fini avec nous. Elle est en train de penser, bon, c'est quoi le plan après? Alors, je dis pas que c'est tout le monde, mais je trouve que dans tout cela, on pourrait faire la liste de tout ce qui pose problème dans cette jeunesse. Mais moi, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de croire en ces jeunes-là et de leur donner leur chance. Un beau message.
Et puis, on a envie de dire plus force à toute notre jeunesse parce qu'effectivement, il faut être courageux, il faut arriver malgré tout à rester positif et à se dire qu'il y a des moyens pour s'en sortir, se projeter dans une vie qu'ils aimeraient avoir, en tout cas. Exactement. Et ne pas tout peindre en noir. Nadia, on arrive déjà à la fin de l'émission. J'ai presque envie de dire malheureusement parce qu'il y a tellement d'autres sujets que j'aurais aimé aborder avec toi. Donc peut-être que tu reviendras chez Tel Quel. Tu étais déjà en négociation avant parce que là, ça a l'air bon. Le beau petit buffet et on va y arriver. Oui. En tout cas, merci. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Merci pour tes éclairages et tes précieux partages. Merci à toi. Merci de m'avoir reçue. C'était génial. Merci. Les mots tombés, mon élevé, chercher Djembe, m'en parler, menti, ça arrivé, mon doute, et ni de les faux, ni de les flocons, mais si on l'a encore, c'est pas si ni en lumière, en trésor. Les manques à songer, ça nous t'est fait, si nous partons jamais fait d'ailleurs. Et puis ouais, quand nous on l'autre manière passe, c'est même rivières vol nous traverser. Et mon savon ni en mi-temps, même si c'est clair.